Je m'appelle Christophe Morel. J'ai 52 ans et je dirige une entreprise d'installation en plomberie dans la région de Lyon. Je l'ai créée de toutes pièces il y a 22 ans avec une vieille camionnette d'occasion et 2 employés. Aujourd'hui, j'ai 14 gars sur la fiche de paie, une solide réputation dans le métier, et assez de chantiers signés pour faire tourner la boutique pendant les 2 prochaines années. Je ne suis pas un homme m'as-tu vu. Je ne conduis pas de voiture de luxe et je ne porte pas de costume pour impressionner qui que ce soit. Ce que j'ai, je l'ai construit de mes mains, et j'en étais fier. J'ai épousé Noémie il y a 5 ans. Elle avait 37 ans. J'en avais 47. Elle avait un petit garçon de 4 ans nommé Théo, né d'un précédent mariage, un mariage qui s'était mal terminé. Elle m'avait dit que son ex-mari, Romain, ne pouvait tout simplement pas assumer les responsabilités d'une famille. Elle affirmait qu'il était parti quand Théo avait à peine 1 an. Je l'ai cru. J'ai pris le relais. Je suis devenu le père de Théo dans tous les sens du terme. Nous avions même convenu très tôt que nous lui dirions la vérité pour ses 18 ans. Que je n'étais pas son père biologique, mais que je l'avais choisi. C'était censé être notre plan honnête et décent. Noémie travaillait comme responsable administrative dans un cabinet d'avocats de taille moyenne dans le quartier d'affaires de la Pardieu. Un bon salaire, un environnement professionnel, le genre de travail où l'on porte des tailleurs et où l'on participe aux événements de l'entreprise. Ces soirées étaient incontournables dans son agenda. Je les séchais la plupart du temps. Pas parce que je m'en fichais. C'est juste que je ne me sentais pas à ma place au milieu de cette foule en veston sirotant du vin. Donnez-moi un chantier et un thermos de café n'importe quand. Mais le jeudi précédant les vacances de la Toussaint, Noémie a insisté fermement. C'est la soirée annuelle, a-t-elle dit, d'un ton qui ne laissait aucune place au débat. Mon patron s'attend à ce que les conjoints viennent. C'est important pour moi, Christophe. S'il te plaît. Alors, j'y suis allé. L'événement se déroulait sur un toit-terrasse privatisé dans le quartier moderne de la Confluence. Des baies vitrées, des parasols chauffants de location, une vue sur les toits de la ville qui aurait été impressionnante si je n'étais pas déjà en train de compter les minutes avant de pouvoir partir. Noémie était éblouissante. Elle l'était toujours quand elle se mettait sur son 31. Une robe rouge sombre, parfaitement coiffée, un sourire éclatant. Elle m'a embrassé sur la joue quand nous sommes entrés, puis s'est rapidement évaporée dans la foule comme une traînée de fumée. J'ai passé la première heure au bar à siroter une eau gazeuse, hochant poliment la tête à des gens dont j'oubliais le prénom à la seconde où ils le prononçaient. Noémie était dans son élément, riant, passant d'un groupe à l'autre, son verre n'étant jamais vide. Je l'observais en essayant de comprendre à quel moment exactement nous avions cessé de former une équipe dans ce genre de situation. Vers 22h30, j'ai estimé avoir fait mon devoir. J'ai posé mon verre, j'ai récupéré mon manteau sur le porte-manteau près du couloir, et je me suis dirigé vers la sortie. C'est là que je l'ai entendu. Ça venait de derrière la porte portant l'indication des toilettes, au bout d'un petit couloir, juste à l'écart de la salle principale. Pas la musique, pas la foule, autre chose. Des voix basses, le rire d'une femme, rapide et étouffé, comme quelqu'un qui essaie de ne pas faire de bruit. Et puis un son qui m'a frappé quelque part au plus profond de la poitrine. Le genre de son qu'aucun mari ne devrait jamais entendre provenir de derrière une porte fermée à la soirée d'entreprise de sa femme. Je me suis arrêté de marcher. Je suis resté là, dans ce couloir, mon manteau à moitié enfilé, et j'ai écouté. Ma femme n'avait aucune idée que je me tenais juste de l'autre côté de cette porte. La poignée a bougé. Un homme est sorti le premier. La quarantaine, bien habillé, ajustant les poignets de sa veste avec le calme de quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Il ne m'a pas remarqué. Une seconde plus tard, Noémie a suivi. Son rouge à lèvres a débordé. Ses cheveux étaient décoiffés. Elle souriait à quelque chose qu'il disait jusqu'à ce qu'elle tourne la tête et me voie planté là. Son sourire s'est effacé. Christophe. Sa voix est sortie plate et tranchante en même temps. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je l'ai regardé. Je l'ai regardé, lui, et j'ai senti quelque chose devenir très immobile à l'intérieur de moi. Ni de la rage, ni du chagrin, quelque chose de plus froid que les deux. Je partais, ai-je dit. On dirait que j'aurais dû partir il y a 1 heure. Elle m'a suivi dehors. Je ne lui avais pas demandé. Elle est simplement apparue à mes côtés alors que je poussais la porte vitrée pour affronter l'air frais de novembre,
ses talons claquant durement contre le trottoir comme si c'était elle qui avait une raison d'être en colère. « Christophe, arrête. » Sa voix était sèche. « Arrête-toi et écoute-moi. » Je me suis arrêté, non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin d'une seconde pour m'assurer de dire ce que j'avais à dire sans perdre mon sang-froid. Je me suis retourné. La fête bourdonnait au-dessus de nous sur le toit. La rue était calme. Un taxi est passé sans s'arrêter. « Qui est-ce » ai-je demandé. Noémie a croisé les bras. Elle avait attrapé son manteau en sortant, mais ne l'avait pas mis, et elle se tenait là, le serrant contre sa poitrine comme un bouclier. Il s'appelle Damien. Damien Favier. Il travaille au service des contrats du cabinet. Et que faisiez-vous exactement tous les deux dans ces toilettes, Noémie ? Elle a détourné le regard. Un muscle a tressailli au niveau de sa mâchoire. Ce n'était rien. Nous avions trop bu. Ça a dérapé pendant 1 minute. Et ça n'arrivera plus. J'ai laissé ces mots flotter entre nous un instant. Ça a dérapé, ai-je répété. C'est ton explication. Christophe, je ne vais pas rester planté là à me faire interroger dans la rue. Tu vas rester là, ai-je dit en gardant une voix posée. Et tu vas me parler comme si j'étais ton mari parce que c'est ce que je suis. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle a légèrement tressailli. Puis son expression a changé. J'avais déjà vu ce changement. Cette pirouette qu'elle faisait quand elle se sentait acculée, quand la meilleure défense qu'elle avait était l'attaque. Tu veux savoir pourquoi ce genre de choses arrive ? A-t-elle lancé. Parce que tu n'es jamais présent, Christophe. Tu rentres à la maison en sentant la tuyauterie, tu manges et tu t'endors devant la télévision. À quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment regardé ? C'était ça. Le fameux retournement de situation. Sa façon de prendre une faute qu'elle avait commise pour en faire un référendum sur mes propres échecs. Je l'avais déjà vu faire. Pour de petites disputes, de petits moments, mais jamais comme ça. Jamais avec autant d'enjeux. Je te regarde tous les jours, ai-je répondu. Je te regarde quand je signe le chèque pour la cantine de Théo. Quand je répare la fuite sous l'évier dont tu oublies sans cesse de me parler, quand je l'emmène à l'entraînement parce que tu finis tard au travail. Encore une fois. J'ai fait un pas vers elle. Ne fais pas ça, Noémie. Ne reste pas là à transformer ça en quelque chose dont je serai responsable. Ses lèvres se sont pincées. Pendant un instant, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose de sincère vaciller dans son regard. Quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Puis ça a disparu. Je ne dis pas que c'est de ta faute, a-t-elle dit plus doucement maintenant. Je dis que nous avons des problèmes depuis longtemps, et qu'aucun de nous ne voulait les affronter. Je les aurais affrontés si tu m'en avais parlé. C'est ce que font les gens mariés. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée se tenir là dans le froid. La femme avec qui j'avais construit ma vie. La femme que j'avais choisie. La femme dont j'avais élevé le fils comme le mien. Et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas s'effondrer, juste se fissurer. Comme un mur porteur qui aurait pris un coup de trop et qui commençait enfin à montrer des signes de fatigue. Retourne à l'intérieur, ai-je dit. Je rentre à la maison. Christophe, j'ai besoin de réfléchir. J'ai levé la main. On en parlera demain, mais là, tout de suite, j'ai besoin de ne pas être sur ce trottoir avec toi. J'ai marché jusqu'à mon utilitaire. Elle ne m'a pas suivi cette fois-ci. Le trajet du retour a duré 20 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit, les mains à 10h10, regardant les lampadaires de l'autoroute défiler au-dessus de moi. Au moment où je me suis garé dans notre allée, quelque chose avait déjà basculé dans ma tête. Une partie silencieuse et méthodique de mon cerveau, que je réservais d'habitude aux devis de chantier et aux litiges avec les fournisseurs, s'était allumée et n'allait plus s'éteindre. Je suis rentré. Théo dormait. La babysitter, notre voisine Madame Carlier, m'a fait un signe de tête rapide depuis le canapé et s'est éclipsée sans un mot. Je suis resté 1 minute dans le couloir, devant la porte de sa chambre, à écouter le silence. Puis je suis allé à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte de téléphonie commun. Je me suis dit que j'avais juste besoin de savoir, juste d'en cerner les contours, depuis quand,
à quelle fréquence, à quel point. Ce que j'ai découvert dans les 15 minutes qui ont suivi a fait passer l'air glacial de l'extérieur pour une brise estivale en comparaison. Le numéro de Damien Favier apparaissait 47 fois rien qu'au cours des 2 derniers mois. Tard le soir, l'après-midi le week-end. Un appel à 23h40 un mardi soir qui avait duré 1h12 minutes. Le soir où elle m'avait dit être coincée à un dîner client. Et puis, en remontant plus loin dans le journal des appels, un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif en 04, de la région lyonnaise. Des dizaines d'appels remontant à près de 4 mois. Le plus récent datait d'il y a 3 jours. J'ai fixé ce numéro pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai composé. Ça a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. La voix qui a répondu était prudente. Un homme d'une quarantaine d'années à l'entendre. Le genre de voix qui appartenait à quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de répondre aux numéros inconnus, mais qui avait fait une exception ce soir-là. Oui. Je m'appelle Christophe Morel, ai-je dit. Je suis le mari de Noémie. Je regarde votre numéro sur son relevé téléphonique. Des appels qui remontent à des mois. Je crois qu'il faut qu'on parle. Un silence assez long pour que je pense qu'il allait raccrocher. Puis, comment avez-vous eu ce numéro? Compte téléphonique commun. Elle l'avait oublié. J'ai gardé une voix posée. Je n'appelle pas pour vous menacer. Je veux juste la vérité. Comment connaissez-vous ma femme? Une autre pause. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. La prudence avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation. Je m'appelle Romain Payet, a-t-il dit. Noémie et moi étions mariés avant vous. Je m'en doutais déjà. L'entendre confirmer m'a quand même fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Elle m'a dit que vous l'aviez abandonné, elle était au, quand le garçon avait à peine 1 an. Un petit rire amer, bref. C'est ce qu'elle a dit? Ce n'était pas une question. Je ne suis pas parti, monsieur Morel. C'est elle qui a demandé le divorce. Elle a dit que le mariage était irréparable. J'ai signé les papiers parce que je l'aimais assez pour la laisser partir si c'était ce dont elle avait besoin. Elle a gardé la maison, la moitié de mes économies, et ma voiture. J'avais 35 ans et je repartais de zéro. Il a fait une pause. Et elle a pris Théo. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte quand tout a basculé entre nous. Elle ne me l'a jamais dit. Je suis resté parfaitement immobile à la table de ma cuisine. La maison était silencieuse autour de moi. Quelque part au bout du couloir, Théo dormait. Vous êtes en train de me dire que vous ignoriez l'existence de votre fils? Ai-je demandé. Jusqu'à il y a environ 4 mois, a répondu Romain. Je l'ai découvert par une amie commune. Une vieille connaissance de la fac. Elle a mentionné que Noémie avait un garçon qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. J'ai pris contact. Noémie a répondu, ce qui m'a surpris. On se parle depuis. Il s'est arrêté. Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté sur les raisons de nos contacts, mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais rien su pour Théo. Si je l'avais su, j'aurais été là. Quoi que vous pensiez de moi par ailleurs, j'ai besoin que vous le sachiez. Je l'ai cru. Je n'en avais pas envie, mais je l'ai cru. Il y avait trop de détresse brute dans sa voix pour que ce soit de la comédie. Elle vous a fait croire que notre mariage était terminé, ai-je dit. Ce n'était pas une question non plus. Un silence. Elle a dit que la situation était compliquée. J'ai posé le téléphone une seconde et j'ai regardé le plafond. Puis je l'ai repris. Romain, je vais être franc avec vous. J'ai découvert ce soir que Noémie fréquente un homme de son bureau. Vos appels n'ont rien à voir avec ça. Ce que je dois gérer dépasse largement le cadre d'un relevé téléphonique. Je me suis frotté le visage avec ma main libre. Théo ignore votre existence. Il m'appelle papa. Je suis son père depuis 5 ans. Je sais, a dit Romain, et sa voix s'est serrée. Et je ne suis pas là pour détruire la vie de ce gamin. Mais j'ai des droits que j'ignorais avoir jusqu'à récemment. J'ai déjà consulté un avocat. C'est une bonne chose, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment, même si le mot m'a paru étrange en sortant de ma bouche. Moi aussi. Dès demain. J'ai raccroché.
Je suis resté assis à cette table pendant encore 20 minutes sans bouger. Puis je suis monté, j'ai vérifié que Théo allait bien une dernière fois, et je me suis allongé sur le lit, tout habillé, fixant le plafond jusqu'à 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi, mais quand le soleil s'est levé, j'avais un plan. J'ai appelé maître Nicolas Séguin à 7h15 du matin. C'était un avocat auquel j'avais déjà fait appel à 2 reprises. Une fois pour un litige avec un sous-traitant. Une autre fois quand un fournisseur avait essayé de m'arnaquer sur une commande de matériel. Vif, direct, sans fioriture. Exactement ce qu'il me fallait. Il a décroché à la 3e sonnerie et je lui ai tout déballé. Les toilettes, les relevés téléphoniques, Damien Favier, Romain Paillet, Théo, la totale. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui était l'une des choses que je respectais chez lui. Quand j'ai eu terminé, il a dit « Venez à mon cabinet à 10h. » Ne lui parlez de rien de tout ça avant d'être ici. Je ne l'ai pas fait. Quand Noémie est rentrée à 8h30, elle avait apparemment passé la nuit chez une amie. Aucune explication n'a été donnée. J'étais dans la cuisine en train de boire un café et de lire les informations sur mon téléphone comme si c'était un vendredi matin ordinaire. Elle m'a observé depuis le pas de la porte, comme si elle essayait de deviner à quelle version de moi elle avait affaire. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « On le fera », ai-je répondu, juste pas à la minute. J'ai une visite de chantier à 9h. C'était un mensonge, mais un mensonge propre. Elle a hésité, puis est montée à l'étage. J'ai entendu la douche couler. Le cabinet de Nicolas se trouvait dans un immeuble en verre près de la place de la République, le genre d'endroit qui sentait le café hors de prix et l'autorité sereine. Je me suis assis en face de son bureau et je l'ai regardé prendre des notes avec cette précision posée qui le caractérisait. Première chose, a-t-il dit en posant son stylo. Les actifs. Avant toute chose, j'ai besoin que vous rassembliez tout ce que vous pouvez trouver. Titre de propriété, compte joint, carte grise des véhicules, relevé de placement, absolument tout. Pouvez-vous y accéder depuis chez vous? Pour la plupart, ai-je répondu. C'est moi qui gère les finances du foyer. Je l'ai toujours fait. Il a hoché la tête. Bien, car voici ce que je veux que vous cherchiez. Tout virement, changement de titulaire ou modification de compte effectué au cours des 12 derniers mois et dont vous n'êtes pas à l'origine. Je l'ai regardé. Vous pensez qu'elle a commencé à détourner des choses? Je pense que vous devriez le vérifier avant qu'elle ne sache que vous fouillez. Il s'est adossé à son fauteuil. Les gens qui préparent une sortie ont tendance à préparer le terrain d'abord, surtout quand ils y pensent depuis un certain temps. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là pendant que Noémie était au travail et Théo à l'école. Je me suis assis à la table de la cuisine avec tous les documents que j'ai pu trouver et mon ordinateur ouvert sur tous les comptes que nous partagions. Ça m'a pris 2 heures. À la fin de ces 2 heures, j'avais un vide écœurant dans le ventre qui n'avait rien à voir avec la trahison et tout à voir avec un calcul froid et délibéré. L'utilitaire, un pick-up Ford rangé de 2021 que j'avais acheté il y a 2 ans pour l'entreprise, immatriculé à nos 2 noms pour des raisons fiscales, avait changé de carte grise 8 mois plus tôt. Son nom à elle uniquement. Le livret A que nous avions ouvert ensemble pour les futures études de Théo avait été vidé de moitié. 12 000 € transférés en 4 retraits distincts sur 6 mois. Chacun juste en dessous du seuil de déclaration automatique à la banque. Et la carte de crédit commune affichait des dépenses que je n'avais jamais vues. Des hôtels, des restaurants, une facture de bijouterie pour quelque chose qui n'était jamais arrivé chez nous. J'ai tout photographié, imprimé ce que je pouvais, mis le tout dans une chemise cartonnée, et j'ai conduit directement jusqu'au cabinet de maître Séguin. Il a parcouru les pages sans aucune expression. Puis il a levé les yeux. Elle prépare ça depuis au moins 8 mois, a-t-il dit. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a fait des erreurs, des petites, mais c'est suffisant. Quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va se battre férocement quand elle réalisera que la porte a été verrouillée de l'intérieur. Il a posé le dossier. La meilleure nouvelle, c'est que c'est vous qui tenez la clé. Je suis rentré chez moi en ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas du soulagement, pas de la colère, quelque chose qui ressemblait davantage à de la clarté, comme un chantier après la démolition, quand on peut enfin voir la véritable structure en dessous. Ce qui tient encore debout, ce qui doit disparaître, et exactement ce avec quoi on doit travailler. Je suis allé chercher Théo à l'école à 15h.
Il a parlé tout le long du trajet d'un exposé d'histoire sur la Révolution française, et j'ai écouté chaque mot, peu importe ce qui allait suivre. Il n'allait pas être pris entre deux feux. Je m'en assurais. Nicolas m'a appelé le lundi matin avec un ton qui signifiait qu'il avait réfléchi tout le week-end. « Voici où vous en êtes », a-t-il dit. « Vous avez des fautes financières graves. Le changement de carte grise du pick-up, les retraits sur le compte épargne, les dépenses sur la carte de crédit. C'est réel et c'est documenté. Vous avez des relevés téléphoniques établissant un schéma de contact avec 2 hommes, dont l'un est un collègue. Vous avez une femme qui prépare une stratégie de sortie depuis près d'1 an. Il a fait une pause. Ce que vous n'avez pas encore, c'est l'avantage total. Elle ne sait pas ce que vous savez. C'est votre atout le plus précieux pour le moment. Ne le gaspillez pas trop tôt. Vous me dites de ne rien faire. Je vous dis d'être stratégique sur le timing. Laissez-la penser qu'elle contrôle encore le récit. Pendant ce temps, nous construisons le dossier. Je veux qu'un expert comptable judiciaire épluche tous les comptes joints sur les 3 dernières années. Je veux que le changement d'immatriculation du véhicule soit examiné pour fraude potentielle. Si elle a imité votre signature sur ce certificat de cession, c'est un tout autre problème sur le plan pénal. Et je veux que vous teniez un journal quotidien, les dates, les heures, vos observations, tout. J'ai commencé le journal l'après-midi même, je l'ai tenu dans un carnet tout simple, glissé derrière une rangée de catalogues de plomberie sur l'étagère de mon bureau. Personne n'allait chercher là-bas. Noémie est rentrée ce soir-là en agissant comme si on était un mardi ordinaire. Elle a préparé le dîner. Elle a posé des questions à Théo sur l'école. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles du chantier de l'avenue de la République. J'ai répondu à tout sur le même ton qu'elle. Calme, ordinaire, sans faire de vagues. Si elle attendait que j'explose ou que je m'effondre, elle ne frappait pas à la bonne porte. C'est devenu le rythme des 10 jours suivants. Elle jouait la normalité, je jouais l'ignorance. La différence était que sa performance était conçue pour gagner du temps, et la mienne était conçue pour accumuler des preuves. Le 4e jour, Nicolas m'a appelé pour m'informer que l'expert comptable avait détecté quelque chose allant bien au-delà de ce que j'avais déjà trouvé. Il y a 18 mois, Noémie avait ouvert un compte d'épargne personnelle dans une autre banque, une banque que nous n'avions jamais utilisée ensemble. Elle y faisait des dépôts toutes les 2 semaines. De petites sommes assez irrégulières pour éviter d'attirer l'attention. Le solde total était de 41 000 €. 41 000 € qu'elle avait discrètement mis de côté pendant que je payais le prêt de la maison, les factures, les fournitures scolaires de Théo, son assurance voiture et son abonnement à la salle de sport sans réfléchir à 2 fois. Je suis resté silencieux un long moment après que Nicolas m'a annoncé ce chiffre. Puis j'ai demandé, peut-on prouver que cet argent provient du détournement des fonds du ménage? On y travaille, a répondu Nicolas. Mais même si nous ne pouvons pas retracer entièrement la source, l'existence de ce compte caché, jamais déclaré, accumulé pendant le mariage, est un actif matériel qu'elle sera obligée de déclarer. Si elle ne le fait pas volontairement, nous le ferons. Je l'ai remercié et je suis retourné au travail. J'avais une équipe en train d'installer un nouveau système de plomberie industrielle dans un pôle médical à Villeurbanne. Et j'ai passé le reste de l'après-midi sur le chantier, à faire ce que j'avais toujours fait, être présent, me salir les mains, m'assurer que le travail était bien fait. Il y a quelque chose d'apaisant dans le travail manuel quand on a la tête pleine de choses qu'on ne peut pas réparer avec ses mains. Ça ne résout rien, mais ça aide à tenir debout. Le 8e jour, Romain Paillet m'a rappelé. J'ai engagé un avocat, a-t-il annoncé. Nous lançons une procédure en reconnaissance de paternité. Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche avant de recevoir les papiers. J'apprécie, ai-je répondu. J'étais assis dans mon utilitaire sur le parking du pôle médical, le moteur éteint, regardant un pigeon arpenter le goudron avec une grande détermination. Que espérez-vous obtenir, Romain? Par rapport à Théo, il est resté silencieux un instant. Je ne veux pas bouleverser sa vie, a-t-il dit prudemment. Je sais que ce garçon a son propre équilibre. Je sais que vous avez été son père à tous les niveaux qui comptent. Je n'essaie pas d'effacer ça. Une autre pause. Mais je veux qu'il sache que j'existe. Je veux avoir la chance de le connaître. C'est tout ce que je demande pour le moment. C'était une demande raisonnable. Je le lui ai dit. Il a semblé surpris que je dise ça, ce qui m'a prouvé qu'il s'était préparé à un affrontement.
Une chose cependant, ai-je ajouté. Quoi qu'il arrive juridiquement, Théo apprendra la vérité de ma bouche. Pas par un document officiel, pas par l'avocat de Noémie. Par moi. Êtes-vous d'accord là-dessus? Oui, a-t-il répondu sans hésitation. Absolument. Nous avons raccroché. Je suis resté là encore quelques minutes. Puis j'ai démarré le pick-up et je suis retourné sur le chantier parce qu'il y avait des tuyaux à vérifier et une équipe qui attendait des directives, et le travail ne s'arrêtait pour rien de tout ça. C'est arrivé un mercredi soir, 11 jours après la soirée d'entreprise. J'aidais Théo avec une fiche d'exercice de mathématiques à la table de la cuisine, des divisions à plusieurs chiffres, qu'il détestait avec la passion concentrée d'un garçon de 9 ans qui se sentait persécuté par les nombres. Noémie était à l'étage. On l'entendait s'affairer, le son parfois étouffé de sa voix au téléphone. Théo a résolu un problème, a vérifié sa réponse 2 fois, puis a levé les yeux vers moi avec cette expression qu'il prenait quand quelque chose lui trottait dans la tête depuis trop longtemps. « Papa, a-t-il dit, à l'école aujourd'hui, Mathis a dit quelque chose. » J'ai gardé une voix neutre. « Qu'est-ce que Mathis a dit ?» Théo a baissé les yeux sur sa feuille. « Il a dit que sa mère lui avait raconté que tu n'es pas mon vrai papa. » Il a fait une pause. Il a dit, « Mon vrai papa est quelqu'un d'autre. » Est-ce que c'est vrai? La cuisine m'a semblé très silencieuse. J'ai posé mon crayon et je me suis tourné complètement face à lui. « Théo, regarde-moi. » Il l'a fait. Ses yeux étaient francs et sérieux. Il avait toujours été un enfant sérieux, plus mûr que son âge à bien des égards. « La mère de Mathis ne connaît pas notre famille, ai-je dit. Ce que je peux te dire, c'est ceci. J'ai été là chaque jour de ta vie dont je puisse me souvenir. J'étais à ton premier match de foot, à ton deuxième et à ton troisième. C'est moi qui suis resté avec toi aux urgences quand tu t'es cassé le bras au CE1. C'est moi qui t'emmène à l'école et qui t'aide à te battre contre les divisions. » J'ai soutenu son regard. Est-ce qu'une seule de ces choses ressemble à ce qu'un vrai papa ne ferait pas? Il y a réfléchi avec la même concentration méticuleuse qu'il accordait à ses problèmes de maths. Non, a-t-il répondu. Je veux dire, oui. C'est ce que font les vrais papas. C'est exact. Il est resté silencieux un instant, puis a demandé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Genre quelqu'un que je ne connais pas? J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment que je ressassais dans mon esprit depuis 11 jours. Je n'allais pas lui mentir, mais je n'allais pas non plus faire peser tout ce poids sur les épaules d'un gamin de 9 ans un mercredi soir en faisant des divisions. Il y a certaines choses dont ta mère et moi devons parler d'abord, ai-je dit, et ensuite toi et moi aurons une plus longue conversation, une vraie discussion, où je répondrai à toutes tes questions. Je te le promets, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance sur le fait que je te dirai la vérité. Tu peux faire ça? Théo m'a observé pendant une longue seconde, puis a hoché la tête, un hochement ferme, comme il le faisait quand il avait pris une décision. D'accord, a-t-il dit, et il est retourné à sa feuille d'exercice. Je suis resté assis là à le regarder travailler et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec Noémie, Damien Favier, Romain Paillet ou 41 000 € sur un compte bancaire caché. Ça avait tout à voir avec ce garçon assis à côté de moi, mâchonnant la gomme de son crayon, qui méritait mieux que cette situation construite autour de lui à son insu. Le lendemain matin, j'ai appelé Nicolas Séguin et je lui ai dit qu'il était temps d'agir. Pas parce que j'avais perdu patience. Il m'en restait largement assez, mais parce que Théo m'avait posé une question directe, et que je lui avais promis une vraie réponse, et je n'étais pas le genre d'homme à laisser des promesses prendre la poussière sur une étagère. Encore 2 jours, a répondu Nicolas. L'expert comptable termine son rapport demain. On dépose le dossier vendredi. Vendredi, j'étais d'accord. J'ai raccroché et je suis parti travailler. Mais toute la journée, sur chaque chantier, dans chaque conversation avec chaque membre de mon équipe, une partie de mon esprit était focalisée sur un garçon de 9 ans, une gomme de crayon et le poids particulier d'une question qui méritait une réponse honnête. Le rapport de l'expertise financière est arrivé sur le bureau de Maître Séguin le jeudi après-midi. 23 pages détaillant la moindre irrégularité dans nos finances communes sur les 3 dernières années. Nicolas m'a appelé pendant que j'étais sur un chantier à Villeurbanne. Et je me suis éloigné de l'équipe pour prendre l'appel sur le parking, adossé à mon utilitaire avec un vent de novembre qui transperçait ma veste de travail.
Le compte-rendu était méthodique et accablant au-delà de la carte grise modifiée et du livret d'épargne vidé. Le rapport identifiait un schéma de retrait d'espèces sur notre compte courant commun. Toujours le jeudi, toujours entre 200 et 300 €, toujours à un distributeur automatique situé à 3 km des bureaux de Noémie. 41 retraits sur 22 mois. Le total s'élevait à un peu plus de 9 000 €. En combinant cela au compte d'épargne caché, Noémie avait sorti environ 50 000 € de notre vie commune sans mon accord ni à ma connaissance. Elle fait ça depuis bien avant l'apparition de Damien Favier, a expliqué Nicolas. Ça le précède d'au moins 8 mois. Ce qui veut dire que ça n'avait rien à voir avec lui, ai-je souligné. Ce qui veut dire qu'elle avait un plan de sortie avant même d'avoir une raison que la plupart des gens reconnaîtraient comme telle, ou bien que la raison est apparue en premier et qu'elle l'a gardée secrète. Il a fait une pause. Dans tous les cas, les preuves documentaires sont solides. Nous déposons la requête demain matin. Je ferai signifier les documents à son bureau vendredi après-midi. J'y ai réfléchi une seconde. Son bureau, le cabinet d'avocats où elle travaillait, entouré de juristes. Elle va immédiatement évaluer les risques légaux auxquels elle s'expose, ai-je remarqué. Exactement, a confirmé Nicolas. C'est tout l'intérêt. Elle n'aura pas le temps de préparer une version pour se défendre avant le week-end. Son employeur sera au courant d'ici vendredi soir. Et l'avocat de Romain Payet a déposé la demande de reconnaissance de paternité ce matin. Cette procédure est maintenant officiellement lancée également. Je suis resté planté sur ce parking un moment après avoir raccroché, regardant l'un de mes gars transporter des tuyaux en cuivre à travers le terrain avec l'efficacité concentrée d'un homme qui savait exactement ce qu'il avait à faire. Il y avait quelque chose que je respectais énormément là-dedans, le fait de connaître sa fonction et de l'exécuter proprement. J'avais passé 22 ans à bâtir une entreprise exactement sur ce principe. Noémie avait passé 22 mois à démanteler silencieusement tout ce que j'avais construit. Je suis retourné travailler. J'ai passé le reste du jeudi à faire ce que je faisais toujours, diriger le chantier, vérifier les raccordements, m'assurer que tout était conforme. Mes gars ne se doutaient pas que quelque chose n'allait pas parce que je n'étalais pas mes problèmes. Je les gérais en privé et j'arrivais au boulot droit dans mes bottes. C'était la seule façon de fonctionner que je connaissais. Le jeudi soir, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'étais dans le garage en train de vérifier les factures de la semaine quand Damien Favier a appelé sur mon portable personnel. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais il s'est présenté immédiatement. Sa voix était maîtrisée, mais il y avait un sous-entendu qui ressemblait à un homme essayant de négocier sa sortie d'un bâtiment en flammes. « Monsieur Morel, a-t-il dit, je sais que vous n'avez aucune raison d'accepter cet appel. Je vous demande de m'accorder 5 minutes. » « Vous en avez 3, ai-je répondu. Il a pris une inspiration. « Je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé entre Noémie et moi, je ne vais pas prétendre que ce n'était pas mal. Ça l'était. Mais je veux que vous sachiez qu'elle m'avait affirmé que votre mariage était pratiquement terminé. Que vous viviez séparément depuis des mois et qu'il ne manquait plus que les formalités administratives. Et vous l'avez cru? Oui. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû fuir à la seconde où elle m'a dit ça. Il s'est arrêté. La raison pour laquelle je vous appelle, c'est parce que je fais l'objet d'une enquête, une procédure interne, et on a demandé à Noémie de fournir une déclaration. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais je veux que vous sachiez que je ne vais pas mentir pour la protéger. Quoi qu'elle vous ait raconté sur moi, je coopère pleinement avec les ressources humaines. Si cela peut aider votre dossier de quelque manière que ce soit, je suis prêt à confirmer ma coopération auprès de votre avocat. Je suis resté silencieux un moment. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je ne suis pas un homme bien dans cette histoire, a répondu Damien. Mais je ne suis pas le pire non plus. Et je pense que vous méritez de savoir que la femme que vous avez épousée avait préparé son coup depuis bien plus longtemps qu'une simple soirée dans des toilettes. Je ne l'ai pas remercié. Mais je lui ai dit d'envoyer une déclaration au cabinet de maître Nicolas Séguin et je lui ai donné le nom complet de Nicolas. Il a promis de le faire. Nous avons raccroché. Je suis resté avec ces mots en tête pendant un long moment. Puis j'ai ajouté cet appel à mon journal, noté l'heure, et je suis rentré dans la maison pour voir comment allait Théo. Le vendredi a tout changé et ça a été rapide. L'huissier de justice envoyé par Nicolas a signifié les papiers à Noémie au cabinet d'avocat à 14h47. Je connais l'heure exacte parce que Nicolas me l'a envoyé par texto.
J'étais dans la cabine de mon pick-up devant un magasin de fournitures à Bron quand mon téléphone a vibré et j'ai lu le message 2 fois avant de quitter le parking. Noémie m'a appelé à 15h15. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé à 15h32. Puis, à 15h50, elle a envoyé un SMS qui disait « Il faut qu'on parle tout de suite. C'est de la folie. Appelle-moi. » J'ai appelé Nicolas à la place. Comment a-t-elle réagi? Ai-je demandé. Son supérieur m'a contacté directement environ 20 minutes après la signification, a répondu Nicolas. Je pouvais entendre une satisfaction contrôlée dans sa voix. Le son d'un bon avocat quand un plan se déroule sans accroc. Apparemment, Noémie s'est montrée visiblement bouleversée au bureau. L'associé gérant, qui, si je comprends bien, n'ignore pas le problème avec les ressources humaines concernant Damien Favier, lui a demandé de prendre sa fin de journée. Il a fait une pause. Elle est également au courant que la procédure de Romain Payet est enclenchée. Les 2 nouvelles sont tombées dans la même heure. Parfait. Christophe, a poursuivi Nicolas, elle va rentrer ce soir avec l'intention de négocier. Elle va jouer sur l'émotion. Elle se montrera peut-être désolée et elle va absolument essayer de découvrir ce que vous savez. Ne lui dites rien. Ne négociez pas. N'entrez pas dans le vif du sujet sur quoi que ce soit. Si elle aborde la question de l'argent, dites-lui de contacter mon cabinet. Si elle parle de Théo, dites-lui que le bien-être de Théo est votre priorité absolue et que votre avocat la recontactera. C'est tout. Compris, ai-je répondu. J'ai conduit jusqu'à la maison. Théo était chez un camarade d'école jusqu'à 18h. J'avais organisé cela 2 jours plus tôt, discrètement avec la mère de son ami. Je voulais que la première heure se déroule sans qu'il ne soit dans les parages. Noémie était déjà à la maison. Sa voiture était dans l'allée. Je suis entré par la porte d'entrée et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail, les mains à plat sur la table devant elle, comme si elle essayait de s'empêcher de s'effondrer. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Ses yeux étaient rouges sur les bords, mais secs. Elle avait pleuré, mais elle s'était ressaisie. Je devais lui accorder ça. Elle ne s'effondrait pas facilement. « Assieds-toi » a-t-elle dit. « Je suis très bien debout » ai-je répondu. J'ai posé mes clés sur le plan de travail et je m'y suis adossé, les bras croisés, ne lui montrant rien. « Tu as demandé le divorce » a-t-elle lancé. Sa voix était posée, mais de justesse. Sans m'en dire un mot, sans une seule conversation. Nous avons eu plusieurs conversations, ai-je rétorqué. Tu as passé la plupart d'entre elles à m'expliquer que le problème, c'était moi. Christophe, Noémie, j'ai gardé un ton mesuré. Je suis au courant pour le compte caché. Je connais l'existence des 41 000 €. Je sais pour les 9 000 € et les retraits au distributeur du jeudi. Je sais pour la modification de la carte grise de l'utilitaire. Et c'est aussi le cas d'un expert en écriture qui est actuellement en train de vérifier si la signature sur ce document de cession est réellement la mienne. J'ai observé son visage à chaque révélation. Je sais pour Romain Payet. Je sais qu'il ne t'a pas abandonné. Je sais qu'il ignorait l'existence de Théo. Et je sais que tu es en contact avec lui depuis 4 mois sans m'en dire un mot. Je me suis redressé. J'en sais assez. Mon avocat connaît le reste. Elle m'a dévisagé. Sa façade si bien composée présentait désormais des fissures très nettes. Sa mâchoire était crispée. Ses doigts s'étaient légèrement recroquevillés sur la table. J'allais te le dire, a-t-elle murmuré à propos de Romain. J'essayais de trouver comment. Tu as eu 5 ans pour trouver comment, ai-je lâché. Tu as réussi à trouver comment ouvrir un compte bancaire secret. Tu as réussi à trouver comment transférer de l'argent avec des montants calculés pour éviter d'être détecté. Tu es manifestement capable de trouver comment faire les choses quand elles servent tes intérêts. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Juste. J'ai prononcé le mot lentement, en lui donnant tout son poids. Noémie, tu as pris 12 000 € sur le livret d'épargne de Théo pour les transférer sur un compte avec lequel tu comptais t'enfuir. Tu as fait ça à ton propre fils. J'ai secoué la tête. On a dépassé le stade de ce qui est juste ou non. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé 2 fois puis s'est tu.
Qu'est-ce qui va se passer pour Théo? A-t-elle fini par demander. Sa voix était toute petite maintenant, dépouillée de toute sa comédie. Théo aura le droit à la vérité, ai-je affirmé. De ma part, au bon moment, et de la bonne manière. Et ensuite il aura le droit à de la stabilité, ce qui veut dire qu'il restera dans cette maison, dans son école, avec ses habitudes. À quoi que ressemble l'accord de garde, cela ne changera pas. J'ai soutenu son regard. Mais ça, c'est désormais entre les mains de nos avocats, plus les nôtres. Elle a regardé la table, puis a hoché la tête une fois, un petit geste résigné, le premier geste honnête qu'elle faisait depuis la soirée d'entreprise. J'ai ramassé mes clés et je suis sorti de la cuisine. J'avais 45 minutes avant que Théo ne rentre à la maison et je les ai toutes passées assis sur la terrasse arrière dans le froid, à regarder le jardin s'assombrir, en laissant la partie la plus difficile se tasser. Quand la voiture qui ramenait Théo s'est garée dans l'allée, j'étais à la porte pour l'accueillir. Il avait une trace de ce qui ressemblait à du glaçage au chocolat sur la joue gauche et l'expression de pur contentement d'un gamin de 9 ans. Alors, c'était comment? Ai-je demandé. Génial, a-t-il répondu, et il m'a dépassé pour entrer dans la maison sans ralentir l'allure. J'ai souri pour la première fois de la journée. L'audience préliminaire a été fixée à un mardi matin début décembre, 3 semaines après la signification des papiers de divorce. Nicolas m'avait prévenu qu'elle serait d'ordre procédural, pour établir les calendriers, acter les dépôts de pièces, fixer le cadre de la procédure complète. Ce dont il ne m'avait pas averti, c'était de la sensation étrange que j'éprouverais à m'asseoir d'un côté d'une table d'audience et de regarder la femme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 5 ans s'asseoir de l'autre côté, flanquée d'un avocat qu'elle avait engagé 2 jours après avoir reçu les papiers. Son avocate était une femme prénommée Patricia. Pas la même Patricia que la mienne. Une coïncidence que Nicolas trouvait vaguement amusante et moi vaguement surréaliste. Elle était compétente et éloquente, et elle a défendu sa position initiale avec précision. Noémie, a-t-elle plaidé, avait commis des erreurs de jugement personnel, mais avait été un parent actif et présent tout au long de son mariage. Elle a reconnu les anomalies financières comme étant des points à clarifier lors de la communication des pièces. Elle n'a pas mentionné directement le compte caché. Ce qui m'indiquait qu'ils allaient essayer de lui donner une autre justification. Nicolas n'a réagi à rien de tout cela. Il faisait ce métier depuis 20 ans et rien dans une audience préliminaire ne le surprenait. Quand son tour est venu, il a étalé les preuves documentées avec la même efficacité imperturbable qu'on utilise pour déployer un plan d'architecte, le véhicule changé de nom, le compte d'épargne dissimulé, les 41 000 €, les 9 000 € de retrait régulier au distributeur. Le siphonnage du livret de l'enfant. Il a déposé chaque élément sur la table comme un artisan pose du carrelage, mesuré, à niveau, incontestable. Le juge, un homme trapu d'une 60aine d'années, avec l'expression de quelqu'un qui a déjà entendu toutes les variantes possibles de chaque histoire, prenait une brève note après chaque point. Quand Nicolas a mentionné les conclusions de l'expert en écriture concernant la cession du véhicule, le juge a levé les yeux et a posé une question directe à l'avocate de Noémie. Elle a répondu avec précaution. Il a pris une autre note. Nous étions dehors en moins de 2 heures. Dans le couloir, Nicolas a marché à mes côtés en direction de l'ascenseur. Elle va négocier, m'a-t-il dit. Son avocate sait que le risque lié à la falsification de documents est réel. Ils ne veulent pas que ça aille plus loin. Attendez-vous à une offre d'ici 10 jours. Quel genre d'offre? Elle cède l'utilitaire et s'engage à rembourser intégralement le livret du petit. Elle se battra probablement pour conserver une part du compte caché, en prétendant qu'elle se constituait une épargne personnelle au sein du mariage. Nous ferons une contre-proposition. Nous trouverons un accord quelque part au milieu d'une fourchette qui vous sera quand même très favorable. Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. La question de la garde est en fait beaucoup plus simple que ce que je pensais. Elle n'a pas contesté que la résidence principale soit chez vous. Elle demande un droit de visite classique. C'est ce qui compte pour Théo, ai-je répondu. Il n'y a que ça qui compte. Nicolas a approuvé. 10 jours plus tard, exactement comme prévu. L'offre est arrivée. L'avocate de Noémie proposait un accord qui restituait l'utilitaire, remboursait l'intégralité du compte pour les études, partageait le compte caché à 60-40 en ma faveur, et établissait la garde principale à mon domicile avec des week-ends alternés pour Noémie. Les retraits en espèces structurés étaient absorbés dans le calcul global du règlement.
Nicolas et moi en avons discuté pendant 40 minutes, puis j'ai signé. Le truc avec un accord juridique, c'est que ça n'a pas le goût d'une victoire. Ça fait l'effet d'une porte qui se ferme. Le doux clic définitif de quelque chose qui était autrefois ouvert. J'ai conduit depuis le cabinet de Nicolas à travers une légère neige de décembre et j'ai repensé à 5 années de matin et de dîner, au match de foot de Théo, et à la façon si particulière dont Noémie fredonnait pendant qu'elle préparait le café. Et je me suis autorisé à en ressentir tout le poids pendant exactement la durée de ce trajet. Puis je me suis garé dans mon allée, j'ai coupé le moteur et je suis entré. Théo était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Il a levé la tête quand je suis arrivé et m'a demandé si je voulais entendre ce qu'il avait appris sur l'armée de la Première République. J'ai dit oui. Je me suis assis, je me suis servi un verre d'eau et j'ai écouté. 2 jours avant Noël, Romain Payet a fait la route depuis Grenoble pour ce que nous avions discrètement convenu d'appeler une première prise de contact. Pas d'avocat, pas de cadre formel, juste 2 hommes et un garçon dans une brasserie de l'Est lyonnais. Un mardi matin, alors que la neige tombait sans discontinuer et que le parking était à moitié vide, j'ai amené Théo. Je lui avais dit la veille au soir, calmement, avec précaution, de la manière dont je lui avais promis de le faire, qu'il y avait un homme prénommé Romain qui était son père biologique, que cet homme n'avait pas connu son existence jusqu'à récemment. Et que rien de tout cela ne changeait absolument rien à notre relation à nous. Théo était resté très silencieux pendant tout ce discours, ne posant que 2 questions. Si Romain avait l'air d'être quelqu'un de bien, et si j'allais arrêter d'être son papa. Je lui avais répondu que Romain semblait être un homme honnête essayant de faire les choses correctement dans une situation dont on l'avait tenu à l'écart. Et je lui avais dit que les pères ne sont pas faits par la biologie. Ils se forgent en étant présents tous les jours pendant des années. Que j'avais fait ça et que j'avais l'intention de continuer à le faire. Théo avait hoché la tête. Puis il avait demandé si on pourrait manger des croissants et boire un chocolat chaud dans une brasserie. Nous avons pris des croissants. Romain est arrivé 10 minutes après nous. Un homme mince et discret, qui donnait l'impression d'avoir répété son attitude posée et qui y parvenait plutôt bien. Il m'a serré la main en premier, ce que j'ai respecté. Puis il a regardé Théo et a simplement dit « Salut bonhomme, je suis content de te rencontrer enfin ». Théo l'a observé avec l'évaluation prudente d'un garçon de 9 ans qui avait décidé de suspendre son jugement jusqu'à ce que d'autres preuves soient disponibles. Puis il a demandé « Tu aimes le foot ?» Le visage de Romain s'est illuminé d'une sincérité véritable. « J'y jouais quand j'étais au lycée », a-t-il dit. « Je joue milieu de terrain », a annoncé Théo en se décalant pour lui faire de la place sur la banquette. J'ai bu mon café et je les ai regardés discuter, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine qui était restée tendue depuis novembre. Pas exactement du bonheur, mais un sentiment de justesse. La justesse toute particulière d'une situation complexe gérée avec honnêteté et décence par les personnes impliquées. C'était suffisant pour moi. Plus que suffisant, en réalité. C'était exactement ce que Théo méritait. Janvier est arrivé avec un gel mordant et plus de chantiers que je ne pouvais raisonnablement en planifier. 3 contrats commerciaux sont tombés dans les 2 premières semaines de la nouvelle année. L'agrandissement d'une clinique médicale, la rénovation d'un restaurant, et un contrat avec les écoles de la ville qui allait occuper 2 de mes équipes jusqu'en mars. J'ai embauché 2 plombiers supplémentaires en février, portant le total à 16. L'entreprise que j'avais bâtie à partir d'une camionnette d'occasion et d'une poignée de main il y a 22 ans faisait, à tout point de vue, exactement ce pourquoi elle avait été conçue. J'ai traversé cet hiver-là avec une forme de concentration particulière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas la concentration acharnée d'un homme qui baisse la tête pour essayer de maintenir les choses à flot. La concentration claire et tournée vers l'avenir d'un homme qui sait vers quoi il avance. Théo avait ses routines. Ses entraînements de foot 2 fois par semaine, les dîners du mardi avec moi à la table de la cuisine autour de ce que j'avais réussi à cuisiner. Il s'adaptait à la nouvelle situation avec cette résilience qu'ont les enfants quand les adultes qui les entourent sont francs et constants. Il voyait Noémie un week-end sur 2. Ces échanges étaient strictement pratiques et courtois, bref, sur le pas de la porte, organisés par SMS lorsque c'était nécessaire. Elle avait emménagé dans un appartement du quartier de la Confluence, un endroit où je n'étais jamais allé et que je n'avais pas besoin de voir. Quoi qu'elle soit en train de reconstruire à partir des ruines de ce qu'elle avait détruit, elle le construisait sans mon implication. Damien Favier avait été licencié du cabinet d'avocats début décembre à l'issue de l'enquête interne.
L'audit avait conclu qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise et ses relations avec les clients pour mener des affaires privées qui violaient son contrat de travail sur de multiples clauses. Le témoignage de Noémie aux ressources humaines, d'après les sources de Nicolas, avait été factuel, mais n'avait pas protégé Damien. Il lui restait suffisamment d'instinct de survie pour savoir que le couvrir n'aurait fait qu'aggraver son propre cas. Romain Payet a commencé à faire le trajet depuis Grenoble une fois par mois. Lui et Théo avaient trouvé un rythme prudent et authentique. Des appels en vidéo toutes les 2 semaines, un match de foot au printemps auquel nous avons tous les 3 assisté sans le moindre accroc. Romain était, comme je l'avais dit à Théo, un homme honnête essayant de faire au mieux dans une situation qu'il n'avait pas créée. J'ai découvert que je pouvais respecter cela sans difficulté. En février, Théo est rentré de l'école avec un dessin au pastel qu'il avait fait en cours d'art plastique. La consigne était de dessiner sa famille. Il avait dessiné une maison avec un grand arbre dans le jardin. Devant la maison, il y avait 2 personnages, un grand, un petit. Le grand portait la mention papa tracée avec de belles lettres majuscules bien appliquées. Je l'ai accroché sur le réfrigérateur avec un manet en forme de carte de France. Ce printemps-là, j'ai payé la dernière traite de mon local professionnel, un entrepôt et des bureaux que je remboursais depuis 11 ans. Je me suis tenu sur le parking vide un samedi matin du mois d'avril avec un café en train de refroidir dans ma main. J'ai regardé le bâtiment qui portait mon nom sur l'enseigne au-dessus de la porte et j'ai ressenti la satisfaction bien particulière d'une chose qui vous appartient pleinement. J'ai pensé aux 50 000 € silencieusement transférés dans le futur de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à un compte caché, à une carte grise modifiée et à un stratagème qui tournait en arrière-plan de ma vie depuis près de 2 ans. J'ai pensé à toutes les façons dont les choses auraient pu tourner différemment si je n'étais pas allé à cette soirée, si je n'avais pas marché dans ce couloir, si je n'avais pas passé ce coup de téléphone à maître Nicolas Séguin à 7h15 un vendredi matin. Et puis j'ai pensé à Théo sur la banquette d'une brasserie, se décalant pour faire de la place à un homme qu'il venait tout juste de rencontrer, en lui posant des questions sur le football. J'ai fini mon café, je suis rentré à l'intérieur, et je me suis remis au travail. Certains hommes bâtissent des choses avec des plans grandioses et de grands discours. J'ai toujours été plus à l'aise avec la version silencieuse. Être présent, faire le travail correctement, et laisser quelque chose de solide derrière soi. C'est ce que je suis. Et c'est ce que j'avais l'intention de rester.